Je suis senior consultant en risque management bancaire chez Nexialog. J'interviens principalement sur des problématiques de développement, d'audit ou validation des modèles de crédit. Et donc, je vais laisser Pierre se présenter et introduire du coup cette conférence. Et avant, je vais ajouter que les questions, vous pouvez envoyer vos questions par message. Et donc, à la fin de la conférence, on pourra répondre à l'ensemble des questions. À moins que vous ayez une contribution pendant nos échanges, vous pouvez intervenir en fait. Donc, je laisse Pierre qui va s'introduire et du coup présenter la première partie de cette conférence qui concerne les facteurs de risque climatique. Donc, bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce créneau un petit peu tardif. Donc, je m'appelle Pierre Koch, je suis consultant senior au sein du département risque management bancaire chez Nexialog et je travaille principalement sur des sujets de modélisation des risques de crédit, notamment la modélisation des paramètres Balois, le backtesting des paramètres Balois et tous les sujets qui peuvent graviter autour des paramètres Balois. Cette année, comme Thierry, j'ai passé quelques mois à travailler sur le sujet des risques climatiques dans le milieu bancaire et je tenais à vous remercier pour nous avoir accordé ce créneau pour qu'on puisse vous partager nos travaux. Donc, la conférence, normalement, va se dérouler de la manière suivante. Il y aura d'abord 45 minutes de présentation pendant laquelle vous pouvez intervenir via le chat et ensuite, à la fin de la conférence, on vous laissera 15 minutes de questions-réponses et voilà. Je vous précise aussi que la conférence est en train d'être enregistrée. C'est pour pouvoir la diffuser sur le site du cabinet pour ceux qui sont absents aujourd'hui ou ceux qui voudraient éventuellement la revoir. Donc voilà, je vais commencer. Donc, on entend de plus en plus souvent parler des risques climatiques. D'ailleurs, les banques et les régulateurs commencent fortement à s'intéresser à ce sujet et c'est donc un sujet assez large qui va probablement prendre de l'ampleur dans les prochaines années ou voire l'année prochaine. Nous avons intitulé notre conférence « Risques climatiques, quels nouveaux enjeux pour les banques ?» Donc, contrairement à d'autres conférences R&D auxquelles vous avez peut-être assisté, celle-ci n'a pas vocation à rentrer dans les détails d'un modèle ou de répondre à une question à une réponse précise en apportant avec des outils précis. Notre objectif, ça va être plutôt de vous introduire les différentes notions du risque climatique et quels sont les enjeux et les défis que cela engendre pour les banques en général. Donc, la présentation, elle va s'appuyer principalement sur les travaux qui ont déjà été menés par les acteurs bancaires jusqu'ici, et ainsi que sur les différentes guidelines qu'ont remonté et qu'ont publié les régulateurs sur le sujet. Attendez, je dois passer à la slide suivante. Donc, les risques climatiques, en fait, c'est un sujet qui est aujourd'hui vraiment concret. Il n'y a qu'à voir le bilan de l'été 2021. C'est au moment où je travaillais sur ma note sur les risques climatiques. Toutes les semaines, aux informations, nous avions une nouvelle catastrophe naturelle qui causait énormément de dégâts matériels, des dégâts humains. Et par exemple, on se rappelle très bien des nombreux incendies qu'il y a eu tout autour de la Méditerranée, ou des inondations dévastatrices qu'il y a eu en Belgique, en Allemagne ou en Chine. Donc, donc, quand on parle des risques climatiques, on va parler aussi de tous les tempêtes qu'il peut y avoir. Il y en a eu aux USA ou des épisodes de caniculaires, comme ça a été le cas aux Émirats arabes, dans le sud de l'Europe ou notamment au Canada, où on a atteint des températures totalement records. Donc, tout ça s'est passé dans un monde qui est à plus 1 degré par rapport à la période pré-industrielle. Et si le réchauffement climatique continue, c'est-à-dire que si nous n'intervenons pas, si la population mondiale n'intervient pas pour limiter ces effets, à ce moment-là, on estime une température à plus 4 degrés qui aura évidemment par rapport à l'ère pré-industrielle, donc encore plus 3 degrés par rapport à aujourd'hui, et ça aura évidemment des conséquences qui vont être dramatiques pour l'économie, pour la démographie et pour les sujets sociétaux un peu partout sur le globe. Les banques, en tant qu'acteurs majeurs de l'économie, elles ont donc un rôle à jouer contre le réchauffement climatique, mais aussi pour en limiter les potentiels impacts.
Alors, donc, dans cette présentation, nous avons découpé notre présentation en plusieurs parties. Dans un premier temps, nous allons essayer de vous décrire les facteurs de risque climatique et au travers d'un exemple, comment ils peuvent impacter le risque de crédit. Puis, nous vous parlerons des enjeux des risques climatiques pour les banques, ainsi que l'inclusion des risques climatiques dans la chaîne de crédit. On s'attardera un petit peu sur les quelques challenges que cela entraîne en termes de données ou de modélisation. Puis Thierry vous parlera de l'exercice pilote de stress test mené par l'ACPR en 2021 et vous montrera les principaux résultats de cet exercice. Et enfin, on conclura en vous montrant les principaux challenges de la modélisation des risques climatiques et quelques clés pour pouvoir y parvenir. Alors, dans un premier temps, on va décrire les facteurs de risque climatique. Quand on parle des facteurs de risque climatique, on parle bien sûr des risques physiques et on va distinguer deux sortes de risques. On va distinguer les risques aigus. En fait, ça va être les risques que l'on peut observer que l'on peut observer et qui causent des dégâts, qui peuvent causer des dégâts matériels très 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 forts et surtout de manière inattendue et voilà. Donc, on va pouvoir identifier par exemple les tempêtes, les épisodes de sécheresse, les vagues de canicule, les avalanches, les inondations, les feux de forêt, les orages. Mais en plus de ces risques physiques aigus, il y a des risques physiques que l'on peut observer sur des horizons beaucoup plus lointains, et c'est ce qu'on appellera des risques physiques chroniques. Donc, parmi les risques physiques chroniques, on a évidemment la montée de la température. La température moyenne du globe augmente, et cela a beaucoup de conséquences néfastes partout sur le globe. Donc, on a d'abord la fonte des glaces qui entraîne la montée des eaux, et on a la désertification de certains territoires qui peut entraîner la mort de certaines espèces ou l'exode climatique, c'est-à-dire les personnes qui doivent quitter leur région parce que celle-ci est devenue totalement inhabitable. Mais les risques climatiques, ce ne sont pas seulement les risques physiques, ce sont aussi, on va identifier aussi les risques de transition. Et les risques de transition, ça va être toutes les actions qui vont être mises en œuvre par les gouvernements, par les entreprises, par la population, par le peuple, pour essayer de lutter contre les impacts du réchauffement climatique qui sont déjà visibles. Donc, on va citer par exemple, dans un premier temps, les risques politiques et les risques de juridiction. Donc ici, je représente le montant de la taxe carbone aux entreprises, qui va être une taxe que devront payer les entreprises si elles émettent une tonne de carbone. Des risques judiciaires, évidemment. C'est des amendes que pourront prendre les acteurs qui seront jugés responsables de catastrophes extrêmes ou d'inaction climatique. Mais on a aussi, parmi les risques de transition, tout ce qui est transition technologique. Transition technologique, j'ai mis 3 exemples. Le premier ici, ça va être les voitures électriques. Le deuxième, c'est la migration vers un mix énergétique qui soit plus respectueux de l'environnement, un mix énergétique vert, par les éoliennes, par l'hydraulique ou par exemple les centrales nucléaires en France, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas le charbon ou l'utilisation des énergies fossiles, ou l'agriculture verticale. En fait, l'agriculture verticale qui permet d'éviter la déforestation puisqu'on peut produire autant sur des espaces beaucoup plus réduits. Et donc en fait, ces trucs-là, ces exemples-là sont rangés dans les risques climatiques, puisque certaines entreprises, par exemple, si elles ratent leur transition énergétique, vont pouvoir commencer à éprouver de grosses difficultés à survivre dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Et donc, en effet, c'est vraiment un risque pour certains acteurs de l'économie. Et enfin, on peut trouver les modes de consommation. Les changements dans les modes de consommation. Donc, 2 exemples. Par exemple, la baisse de la consommation de viande avec le nombre de plus en plus de personnes prennent conscience
des dégâts que peuvent causer la surconsommation de viande, donc ils deviennent végétariens par exemple, ou baissent leur consommation, ou simplement l'opinion publique. Une entreprise par exemple qui n'aurait pas une bonne opinion publique pourrait se retrouver en difficulté face à des risques climatiques. Donc, ces risques climatiques, en fait, ils peuvent impacter le bilan de la banque. Ils peuvent impacter, par exemple, le risque de crédit. Alors là, je prends un exemple du risque de crédit sur un portefeuille corporate pour deux raisons. Tout d'abord, du risque de crédit, pourquoi? Parce que c'est globalement l'activité principale des banques et donc c'est le sujet le plus important à évaluer dans un premier temps. Et enfin, portefeuille corporate, parce que les premières études montrent que c'est surtout les portefeuilles corporate qui vont être impactés par le risque de crédit. Et d'ailleurs, la plupart des études qui ont été faites à ce jour s'intéressent à des stress tests climatiques de risque de crédit sur des portefeuilles corporate. Et c'est d'ailleurs pour ça que je reprends cet exemple. Alors, dans mon exemple, on a un portefeuille corporate composé de différentes entreprises, de différents secteurs. Donc, je représente ici l'industrie, le textile, le transport aérien ou le tourisme, le transport terrestre, la production ou l'extraction de gaz à effet de serre, le secteur du bâtiment. Donc, tout ça, ce sont des entreprises qui peuvent avoir signé un accord, avoir signé un prêt avec la banque. Et il peut arriver des facteurs exogènes. Par exemple, une inondation qui viendrait détruire une production ou une taxe carbone qui viendrait réduire la profitabilité d'une entreprise ou une entreprise qui commencerait à avoir une très mauvaise réputation vis-à-vis de l'opinion publique. Ces impacts, ces effets vont avoir un impact sur les entreprises du portefeuille. Résultat, forcément, ils vont avoir plus de difficultés à rembourser leurs prêts. Ça va augmenter la probabilité de défaut, la perte en cas de défaut, l'exposition, et du coup, les RWA et les provisions s'en retrouveraient impactés. Et l'objectif des stress tests climatiques, c'est de vérifier que notre portefeuille de crédit en tant que banque, de vérifier qu'il ne soit pas trop soumis, trop sensible à ces effets de facteurs de risque climatique. Voilà. Alors, je vais laisser maintenant Thierry vous introduire les enjeux des risques climatiques au sein du système bancaire. Merci Pierre. Donc, en termes d'enjeux en fait, des risques climatiques, nous avons résumé en deux grands enjeux, notamment les enjeux qui viennent de l'extérieur. Et là, ce sont des exigences réglementaires, mais également des enjeux internes en termes de gestion interne des risques de la banque, notamment les risques de réputation et tout ce qui est responsabilité, engagement sociétal. Et donc, pour les enjeux réglementaires, nous avons ici listé un certain nombre de thèmes qui ont été publiés durant les 3 dernières années. Nous avons commencé par le texte, du moins le travail fait par la Banque néerlandaise en février 2019, qui veut faire effectuer un stress test sur le scénario de transition énergétique et aboutit à des résultats qui montrent qu'il faut vraiment prendre des décisions pour une transition beaucoup plus ordonnée vers l'horizon 2050. Sinon, une transition désordonnée pourra beaucoup impacter en fait le portefeuille de la banque, notamment tout ce qui est coût de risque. Et après cela, il y a la publication de la banque anglaise. En fait, là, en 2019, la banque le stress test climatique dans les tests de résistance effectués par les assureurs. Après, il y a d'autres publications, et notamment les publications de la Banque de France et de la CPR sur toutes ces questions de risque climatique, remontée des informations, des questionnaires des grandes banques pour voir leurs expositions au risque climatique. Nous avons également le travail du réseau des superviseurs et des banques centrales pour le verdissement du système financier qui a publié son rapport en avril 2019. Et dans ce rapport, l'idée, c'est pour ce réseau, c'est déjà de se positionner, de se donner une mission en termes de mise en place des scénarios pour les banques, sensibilisation à la gestion des risques climatiques. Et donc, si je reviens en juillet 2020, il y a eu la publication des scénarios pour les stress climatiques de la CPR et également les résultats ont été publiés en 2021. Nous reviendrons en fait plus bas sur ces résultats.
Et puis, le document le plus important que je voulais indiquer ici, c'est celui de la BCE, en fait, en 2020. Et là, c'était une publication sur les attentes prudentielles. C'est une sorte de guidelines, en fait, de la BCE sur les attentes prudentielles en matière de gestion des risques climatiques. Il y a 13 attentes, en fait. Je t'entends plus, je ne sais pas si ça vient de moi ou si... Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez très bien ou pas? Oui. OK. Bon, donc, en fait, là, j'étais en train de parler de la publication de la BCE sur le guide, en fait, sur les attentes prudentielles en matière de gestion et de déclaration des risques liés au climat et à l'environnement. Donc, c'est un document un peu cadre, en fait, de tout ce qui est attendu auprès des banques et qui prenait effet à la date de sa publication. Après cela, il y a eu le comité Balois qui a publié 2 documents, dont l'un sur les méthodologies en fait, d'intégration de ces risques-là dans les risques de crédit, l'autre sur les différents canaux de transmission et les différents facteurs de risque climatique. Et après, à noter aussi, en fin de cette année, il y a eu 3 publications, et dont une sur les stress tests en fait, climatiques qui vont se passer en avril 2022. Donc, il y aura des stress tests de la BCE qui sont programmés pour avril 2022. Il y a également un document consultatif de BCBS sur les principes de prise en compte effective des risques climatiques par les banques, qui rejoint un peu en fait le document de la BCE, le document de novembre 2020 de la BCE. Donc voilà un peu le cadre réglementaire qui montre en fait une montée, en fait, une sorte de montée des exigences réglementaires en matière de risque climatique, et qui aura un impact sur le pilier 2 de la réglementation baloise principalement. Donc, c'est tout ce qui est surveillance prudentielle, stress test, ICAP et l'ensemble. Après, il y a aussi des contraintes au niveau de la gouvernance des risques. Et j'ai parlé d'un enjeu, je ne sais pas si Pierre m'entend, est-ce qu'il peut passer à la prochaine slide? Et tu m'entends? OK, merci. Tu es revenu en fait. Excuse-moi, Thierry. Okay. Et je ne t'entendais pas pendant toute ta présentation. D'accord, OK. Et je repasse à la, désolé, je repasse à la slide suivante. D'accord, merci. Et donc, là, j'ai parlé de 2 enjeux, en fait. Il y a un enjeu interne même au sein de la banque, c'est de pouvoir se positionner un peu en termes d'acteurs pour la transition énergétique. Et en fait, cette position-là peut attirer beaucoup d'investisseurs. Il y a aussi des clients qui veulent savoir comment est-ce que leur argent, leur épargne est utilisé au sein de la banque. Donc, il y a donc la plupart des banques françaises qui ont adopté des recommandations de la task force sur la divulgation des informations financières. C'est une task force qui a été mise en place par le Conseil de sécurité financière. Et donc, cette task force-là demande à 4 recommandations, dont la gouvernance de risque climatique, une recommandation sur les stratégies, c'est-à-dire la stratégie de la banque en termes de business, en termes de sortie, par exemple, des secteurs à fort impact climatique. Il y a en termes de 3e recommandation, celle sur le risk management, en fait. Et c'est celle-là qui va nous intéresser ici. Le 4e, du moins sa 4e recommandation, c'est vraiment les indicateurs, tout ce qui est métrique et objectif de la banque pour suivre son évolution vers les objectifs déclinés, du moins pour un horizon 2050 où on essaie de degrés Celsius en fait, de réchauffement. Et donc, pour la recommandation risque management, les banques sont volontaires d'implémenter cette préconisation-là. Et cela leur demande du coup de développer un appétit pour les risques climatiques. Et pour faire ce travail, il faut être en mesure d'identifier en fait les risques climatiques. Donc, c'est ce qu'on présente ici en premier point, dont la banque peut utiliser la taxonomie européenne ou utiliser une taxonomie qui est interne en fait à la banque pour pouvoir identifier les poches à risque. Donc, on va voir, je ne sais pas, les secteurs qui sont plus exposés au risque de transition, les zones qui sont plus exposées au risque physique. Donc, c'est à la banque de pouvoir faire ce mapping-là. Ensuite, il faut qu'elle mette en place
des méthodes pour mesurer les risques climatiques. Donc, ça passe par des modèles. Nous sommes vraiment sur un secteur ou bien une problématique nouvelle qui demande vraiment des modèles précis pour projeter sur un horizon le plus souvent assez long. Ensuite, il faut monitorer les risques. Là, c'est tout ce qui est construction des indicateurs, en fait, pour poursuivre. Il y a un des indicateurs, je vais prendre un exemple, par exemple, on peut regarder le bénéfice que la banque ressort du secteur, du moins des financements, de tout ce qui est activité à fort intensif, enfin, intensive en CO2. Donc, l'idée étant de voir si on met en place une taxe carbone sur ces secteurs, est-ce que la banque pourra sortir facilement des secteurs, vu que voilà, la plupart de ses bénéfices viennent de là. Il y a également, après cela, il y a le reporting sur les risques climatiques. Il y a déjà aujourd'hui des reportings extra-financiers qui sont faits. L'idée, donc, c'est de mettre en place, de toujours étoffer ces reportings-là pour prendre en compte tous les indicateurs nouveaux, en fait, en matière de gestion de risque. Donc, voilà, présenter globalement cet enjeu-là, de pouvoir développer un appétit pour le risque. Et donc, nous allons voir ici comment cela peut se passer vraiment dans les modèles de crédit. Là, on était vraiment sur un cadre beaucoup plus global. Donc, nous proposons ici, en fait, pour les banques, une approche pour pouvoir intégrer tout cela dans le cycle, dans la chaîne de crédit. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers, en fait, aux activités de crédit, on va prendre un exemple peut-être de quelqu'un qui a besoin d'un prêt immobilier. Lorsque vous avez besoin d'un prêt immobilier que vous rapprochez d'une banque, la banque va analyser votre dossier et décider si on vous donne le crédit ou pas. Donc, cette analyse va utiliser toutes les informations que vous fournissez sur le revenu, sur vos antécédents, je ne sais pas, en termes d'impayés, sur vos cadeaux. Il y a certaines variables que je ne vais pas énoncer ici, mais le plus souvent, c'est voir votre crédibilité par rapport au montant du prêt que vous sollicitez. Et donc, les équipes de gestion de risque pour aider la banque à choisir ou à prendre une décision idoine pour l'octroi du crédit, c'est de développer un score d'octroi. Et donc, ce score-là c'est une sorte d'indicateur qui va permettre à la banque de décider en fait, si on donne ou pas le crédit, ou si on appelle le client pour vérifier, pour pouvoir s'assurer justement qu'il est crédible. Et donc, nous demandons, dans le cadre du risque climatique, de pouvoir fondre ce score-là pour intégrer, par exemple, des indicateurs comme la zone géographique. Par exemple, un prêt immobilier, je vais partir, en fait, on va parler de cet exemple durant ce cycle. Donc, pour le prêt immobilier, il faut savoir quelle est la zone, en fait, du moins, quelle est la zone du bien financé. Si c'est un bien qui est financé, qui est dans une zone à fort risque d'inondation, il va falloir que la banque intègre cela, en fait, dans son score d'octroi. Donc, ça permet justement de tarifer cela. Si la banque donne du crédit, de prendre en compte le fait que l'individu est dans une zone à risque, dans le taux d'intérêt qu'on va lui donner. Ces données, en fait, en termes de, par exemple, les zones de position géographique, les vulnérabilités sectorielles, c'est souvent vraiment c'est difficile à avoir. Il y a une difficulté à avoir aux différentes données au niveau des banques. Donc, il est possible, par exemple, d'utiliser des scores qui sont développés par des scores externes hein, qui sont développés. Notamment, il y a un indicateur de vulnérabilité du PNUE-FI, et puis alors le score de risque climatique physique de FROT27 que les banques peuvent utiliser pour ajuster en fait leur score d'octroi et pour en fait de prendre en compte justement tout ce qui est risque climatique. Et donc après cette étape où on vous donne le crédit, on va passer à la seconde phase qui est on suit votre comportement pendant la durée du contrat. Donc l'idée c'est de voir si vous payez régulièrement vos mensualités et s'il y a un risque de défaut éventuel, et dans ce cas, anticiper ce risque-là en mettant en place des fonds propres. Donc, il y a deux types de fonds propres, des fonds propres baloises, après on verra des fonds propres comptables. Et donc, le plus souvent, la situation à l'octroi influence justement le comportement du client. On a un client qui a une crédibilité plutôt certaine à l'octroi. Il est difficile que ce client fasse défaut. Donc,
l'idée de prendre en compte cette situation-là dans le score comportemental va faire en sorte que la banque fasse une refonte en fait du score comportemental. Et derrière, il faut recalibrer les classes de risque en conséquence. Nous avons ajouté ici le cas des collatéraux. En fait. Par exemple, pour un crédit immobilier, on sait que lorsqu'il y a un événement climatique, les prix des logements vont certainement baisser. Et ça influence beaucoup ce qu'on appelle la loan to value, qui est un indicateur très important qui est utilisé pour voir ce qu'on peut récupérer lorsque la contrepartie fait défaut. Et donc, il faudra donc que les banques réévaluent à date, peut-être mensuellement cet indicateur-là pour toujours avoir l'information à jour dans les bases de données. Le niveau de la composante 3, donc tout ce qui était ici pour la composante 2, ça permet en fait de répondre en fait au pilier 1 de l'argumentation baloise. C'est tout ce qui est exigence minimale de fonds propres. Et donc, le pilier 2, c'est sur la surveillance prudentielle. Et là, c'est de voir s'il faut mettre en place des fonds propres additionnels pour permettre à la banque de pouvoir supporter un choc systémique, comme peut-être la crise de la Covid ou bien d'autres crises. Donc, dans ce cas, nous suggérons de prendre en compte les scénarios climatiques dans la définition de tout ce qui est stress test interne, de tout ce qui est stress test réglementaire, de l'ICAP également, et de pouvoir soit faire un stress dédié, on a le stress de la BCE qui arrive, soit intégrer tout cela dans le système de stress existant pour avoir toutes les informations sur un même système d'information. Et ensuite, au volet 4, là, ça concerne en fait l'IFRS 9. C'est une nouvelle norme comptable qui demande aux banques de pouvoir provisionner tel octroi du crédit. Et dans cette norme, il y a une vision prospective du risque qu'il faut intégrer. Et cette vision prospective va demander qu'on intègre tout ce qui est scénario d'évolution future dans l'estimation des paramètres. Et donc là aussi, nous proposons de pouvoir prendre en compte ces scénarios-là dans l'évolution de l'ECL, dans tous les paramètres d'estimation de la perte du crédit attendu. Et ensuite, en composante 5, nous avons tout ce qui est monitoring. C'est vraiment suivre les indicateurs de risque, suivre la performance des modèles, faire une revue périodique des différents modèles pour voir s'ils performent bien par rapport à leur objet initial et sinon faire une refonte, anticiper une refonte. Et en point 6, c'est tout ce qui est reporting réglementaire, reporting extra-financier et tout ça. Donc, c'est un peu ça ce que nous proposons pour inclure les différents risques climatiques dans la chaîne de crédit. Et cela permettra du coup à la banque de répondre à la plupart des attentes de la BCE, justement en matière d'intégration de ces risques dans la gestion des risques de crédit. Donc, je ne sais pas, Pierre, tu peux du coup reprendre la main sur les données et la modélisation. C'est vraiment tout ce qui est challenge en termes de données modélisation. Cela, nous nous sommes limités vraiment à voir comment il faut intégrer tous ces risques-là, mais il y a des challenges importants et je laisse Pierre vous présenter ça. Merci Thierry. Du coup, je vais prendre le relais et je vois qu'il y a eu déjà des premières questions dans le chat. Je propose qu'on y réponde à la fin de la présentation, comme on l'avait annoncé. Mais n'hésitez pas à poser vos questions. On répondra à toutes les questions à la fin de la présentation. Du coup, voilà, ce chapitre va parler un petit peu des challenges en termes de données et de modélisation, avec un focus sur la modélisation d'un stress test climatique. Alors, c'est une slide un petit peu lourde, il y a beaucoup d'éléments dessus, mais je vais essayer d'être le plus concis possible. Mais pour modéliser les risques climatiques, les banques vont devoir fournir un effort pour concevoir des nouvelles bases de données avec des données avec lesquelles elles n'ont pas forcément l'habitude de travailler. Tout d'abord, on va devoir étudier, on va devoir récolter des données sur les facteurs de risque, Alors, on a identifié tout à l'heure les risques de transition et les risques physiques. Pour les risques de transition, il y a un petit souci, c'est que on n'a pas ou peu de données, car les données n'existent pas, car on n'a jamais vu dans le passé une telle transition énergétique et on ne sait pas forcément quelles vont être les politiques de demain. C'est des choses qu'on ne peut pas prévoir, et quels sont ces impacts, c'est des choses forcément on ne peut pas prévoir. Mais donc, ce qu'on peut faire, par contre, c'est de prendre un large champ de scénarios
plausibles sur des hypothèses, poser des hypothèses et prendre des larges champs de scénarios plausibles pour le futur sur de larges horizons. Et sur chacun de ces scénarios, il y aura des outputs en termes d'augmentation de température du globe et donc des conséquences sur le globe. Pour les risques physiques, les banques vont devoir récolter des cartes géographiques, topographiques, nature du terrain, et donc évidemment c'est des éléments que les banques n'ont pas l'habitude de récolter, et donc ce sera sûrement l'objet de travaux avec des fournisseurs, avec des travaux d'échange avec des fournisseurs externes. Elles pourront aussi travailler avec des assurances afin de récolter l'historique des catastrophes naturelles, leur sévérité et de savoir quel impact économique ça a pu avoir dans la région ou plus précisément sur la ville ou sur telle ou telle contrepartie. À partir de ces données, on va utiliser des modèles qu'on appelle des modèles économiques ou des modèles climatiques. Je cite en exemple IAM et NIGEM. Un peu plus tard, je décrirai brièvement le fonctionnement des modèles IAM, Integrated Assessment Model. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en sortie de ces modèles, on va essayer de modéliser et de projeter les indicateurs économiques et les indicateurs climatiques. Donc, qu'est-ce que ça va être les indicateurs économiques qu'on va essayer de projeter? Ça va être par exemple les indicateurs classiques des stress tests, comme les facteurs macroéconomiques, le PIB, le taux de chômage, l'inflation. Mais on peut rajouter des variables qui pourraient être plus ou moins pertinentes pour pouvoir essayer de modéliser l'impact des risques climatiques sur notre portefeuille, la population mondiale. Et d'un autre côté, une variable qui semble ressortir énormément des études qui ont été publiées jusqu'à ce jour, c'est le montant de la taxe carbone. Voilà, c'est ça qui va impacter le plus directement les entreprises d'un portefeuille. D'un autre côté, on peut aussi modéliser, ça c'est pour modéliser les risques de transition, mais on peut aussi modéliser les phénomènes climatiques aigus. Par exemple, on pourrait essayer, à partir de toutes ces données, de modéliser la probabilité et la sévérité qu'il y ait une inondation dans une telle zone. La probabilité et la sévérité qu'il y ait une tempête ou un incendie ou une vague de sécheresse. Par contre, il est intéressant de voir qu'il y a une interdépendance entre ces deux-là, puisque si on considère que les risques de transition vont être beaucoup plus élevés, on peut espérer qu'on puisse réduire, un petit peu les impacts des risques climatiques aigus. Et donc ça sera un gros challenge lors de la modélisation, c'est de simuler des scénarios économiques et climatiques, des scénarios de transition qui vont de pair avec les scénarios de risque physique et de prendre en compte cette interdépendance. Donc, une fois qu'on a modélisé ces facteurs de risque, on peut s'intéresser d'un autre côté à la vulnérabilité des expositions. Sur les données de vulnérabilité, on aura besoin de données sur la vulnérabilité des expositions, principalement pour le risque de transition. Les entreprises ne vont pas être impactées de la même façon selon leur secteur d'activité, selon l'endroit où elles se situent dans le monde, selon le nombre, les émissions de carbone moyennes qu'elles engendrent ou leur capacité de transition technologique. Et pour les risques physiques, elles vont être surtout impactées par leur secteur d'activité et aussi l'endroit où elles se situent, puisque les catastrophes naturelles sont situées, sont géographiquement situées et sont localisées. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc à partir de ces données, nous allons pouvoir mener une ou plusieurs classifications des expositions, donc aux différents facteurs de risque. Et je me suis permis ici de montrer 3 exemples de façon dont on pourrait essayer de prendre en compte les facteurs de risque que nous avons déterminés ici. Donc, les 3 exemples, ce sont une récession stress économique. Donc, ce serait par exemple une baisse du PIB, une augmentation de l'inflation, baisse des investissements, etc., etc. On aurait du coup un impact macro qui va pouvoir impacter toutes les entreprises de notre portefeuille. Et pour pouvoir modéliser l'impact sur un portefeuille de risque de crédit, on pourrait essayer de faire utiliser des modèles de stress test un petit peu traditionnels qui lient les facteurs macroéconomiques aux paramètres de crédit comme la PD, la LGD, l'EAD.
Donc, ce serait un impact, une sorte de décroissance du shift moyen de notre portefeuille. Et enfin, on pourrait avoir aussi la taxe carbone qui va avoir très probablement de gros impacts sur la profitabilité des entreprises qui en dépendent beaucoup. Donc là, on va être sur des impacts micro. Et comment on pourrait évaluer la baisse de profitabilité? Si on connaît les émissions de carbone d'une entreprise, en fait, la taxe carbone, sa baisse de profitabilité va être proportionnelle aux émissions de carbone qu'elle engendre. Donc, pour les grandes entreprises, on va pouvoir récolter ces informations sur des rapports qu'elles publient. Pour les petites SME, ce sera plutôt des niveaux moyens on va plutôt utiliser des niveaux moyens d'émissions de taxe carbone. Et pareil, pour les risques physiques aigus, ce qu'on pourrait faire, par exemple, ce serait des impacts pour évaluer les impacts micro des risques physiques aigus sur les entreprises. On pourrait, à partir des probabilités et de la sévérité des inondations de tempêtes qu'on a déterminées précédemment, à partir de modèles climatiques, on pourrait essayer de faire des simulations sur de longs horizons et, par exemple, énormément de simulations et voir comment se comporte notre portefeuille face à comment se comportent nos entreprises face à survenance de ces événements. Donc tout cela va avoir évidemment des cash flows sur les entreprises ou sur certains secteurs d'activité. Plus généralement. Et à partir de la base de ces cash flows, évidemment, on pourra utiliser des modèles un peu plus traditionnels de risque de crédit corporate, comme le modèle de Merton, pour quantifier les risques financiers, pour évaluer les risques financiers. Je vais vous présenter en fait les résultats des stress tests climatiques, les résultats des stress tests climatiques pilotes de l'ACPR qui se sont déroulés je pense, c'était de juillet 2020 à avril 2021. Si tu veux passer la prochaine slide. Okay, merci. Et donc, en fait, cet exercice visait deux objectifs. D'abord, sensibiliser le secteur financier aux différentes conséquences des risques climatiques. Aider également les banques à pouvoir déjà préparer ou développer des outils de mesure et de gestion de ces risques-là. Donc, ce stress test a concerné 9 groupes bancaires français et 15 groupes d'assurance. Et donc, en termes de scénarios, en fait, les scénarios ont été construits à partir de ceux du réseau de verdissement du système financier NGFS, dont les 3 scénarios du risque de transition. Et donc, c'est un peu ce tableau tout à gauche qui présente ces scénarios du NGFS. Et donc là, nous avons sur le premier cadran, en fait, le scénario ordonné qui sert un peu de scénario de référence pour ce stress test-là. Donc, cela suppose qu'on commence à réduire en fait les émissions de gaz à effet de serre maintenant pour pouvoir atteindre normalement les objectifs de 2050 c'est-à-dire réduire à 1,5% l'augmentation en fait de tout ce qui est réchauffement climatique. 1,5 degrés Celsius, pardon, qu'est-ce que je fais une erreur. Mais après, vous avez aussi le scénario de transition en fait désordonné qui va servir de scénario adverse en fait pour la CPR. Et c'est ça que vous pouvez voir ici déjà tout à droite. Vous avez le scénario ordonné qui est là, la transition ordonnée en vert. Et vous avez le variant 1 qui est un peu en rouge là, de la transition en fait désordonnée. Donc, c'est ce variant-là qui va impacter beaucoup plus les banques ou bien le système économique. Pourquoi? Parce qu'il y a une transition soudaine, en fait, inattendue, qui va permettre quand même d'atteindre les objectifs de 2050. Cette transition-là va se traduire par une forte hausse du prix du carbone, de la taxe carbone, en fait. Et donc, qui va induire une perte de croissance significative en termes de PIB, par exemple. Et donc, nous avons aussi, la CPR a mis en place un scénario entre les deux, qui est le scénario retardé, là, qui est de dire qu'on va attendre jusqu'en 2030 pour pouvoir entamer la transition vers 2050. Et donc, ce scénario a un effet plus sévère que le scénario ordonné, mais moins sévère que le variant 2.
À part cela, il y a un scénario du risque physique qui provient du GIEC, qui est un groupe intergouvernemental sur le climat. Et ce scénario-là suppose que le réchauffement climatique va évoluer normalement et ça aura un effet plus sur les assurances. Et donc, c'est les assurances qui ont plus implémenté ce scénario. Et on a regardé un peu comment ça va se traduire en termes d'impact sur les primes d'assurance. Donc, nous allons nous focaliser ici principalement sur les scénarios du risque de transition, ces trois scénarios. Donc, Pierre, si tu peux passer. Et donc, ici, pour regarder un peu comment est-ce que l'ACPR a essayé de transcrire les scénarios en impact macroéconomique. Donc, les différents modèles, le modèle que Pierre peut-être n'a pas présenté, c'est le modèle IAM, c'est un modèle d'équilibre général qui est utilisé, en fait, qui permet de mettre en relation plusieurs indicateurs macroéconomiques et de faire des projections. C'est un indicateur, en fait, c'est un modèle qui est le plus souvent utilisé par les États ou bien le FMI pour pouvoir projeter les variables macroéconomiques. Il y a également un modèle macroéconomique spécifique, le NIDIEM, qui a été utilisé en fait pour pouvoir décliner ces impacts là par secteur d'activité. Et donc, si nous regardons en fait ce tableau de gauche, on voit les émissions, dont on a le montant des émissions là sous les différents scénarios. Le modèle IAM va permettre de transcrire ça en prix du carbone. Comment les prix du carbone doivent évoluer, les courbes d'évolution des prix du carbone pour pouvoir répondre aux différents scénarios. Et ici, nous avons présenté en fait, pour le cas de la France, l'évolution du PIB induite par les trois scénarios. Il faut remarquer qu'ici, on n'a pas de récession économique, en quelque sorte. Sous les trois scénarios, il y a toujours une évolution, une croissance économique, seulement qu'il y a une perte de croissance, en fait, suivant, par exemple, le scénario accéléré ou bien le scénario retardé par rapport au scénario de référence. Et donc, c'est cela. Voilà un peu comment est transcrit les différents impacts des scénarios sur les variables macroéconomiques et financières. Et après cela, l'autre étape, c'est de voir comment ces variables macroéconomiques-là doivent impacter les indicateurs de risque, notamment la probabilité de défaut et l'ECL principalement. L'ACPR a regardé principalement l'indicateur ECL qui représente les provisions des banques sous les différents scénarios. On a présenté un peu les objectifs du stress test climatique, on a présenté les scénarios qui sont utilisés et là, ce que nous présentons ici, c'est les contraintes en fait opérationnelles et méthodologiques pour les banques. Nous avons résumé ces contraintes-là en trois composants, notamment la contrainte sur la segmentation des portefeuilles. Donc, l'ACPR demande aux banques de pouvoir segmenter les portefeuilles selon le segment ménage, entreprise, souverain, établissement financier, résidence et tout ce qui est exposition résiduelle. Et donc, la problématique ici, c'est au niveau des entreprises, en fait, où il faut segmenter, il faut pouvoir segmenter par le code NAS. En fait, le code NAS, c'est tout ce qui est code de classification en fait, des secteurs d'activité au sein de l'Union européenne. Et donc, cette segmentation-là est beaucoup plus difficile pour les banques qui vont aller chercher ces informations-là et essayer de faire le mapping entre leur exposition et les différents codes. Ensuite, on a le challenge du bilan statique et dynamique. Et donc là, c'est qu'il y a les stress qui sont habituellement menés se basent sur l'hypothèse du bilan statique, c'est-à-dire on se dit que la composition du portefeuille ne va pas changer sur la période de stress, c'est-à-dire en termes de répartition par secteur d'activité. Par contre, dans le cadre de ce stress test climatique, la CPR demande aux banques de pouvoir implémenter une évolution dynamique du bilan sur la période 2025-2050. Donc, cela afin de prendre en compte justement tout ce qui est adaptation de la banque vis-à-vis de sa stratégie de sortie des secteurs intensifs en carbone, par exemple.
Et donc, implémenter cela aussi, ça a demandé beaucoup de difficultés au sein de la banque. Et puis, comme troisième point, c'est au niveau de l'horizon et du pas de temps. Donc là, on est sur des projections à horizon long terme, où on va regarder un peu les variables, les indicateurs de horizon 2035, 2040, 2050. Les modèles que nous avons aujourd'hui, en fait, permettent de projeter jusqu'à 3 ans le plus souvent. Et après, on retourne à la moyenne parce que, également, pour les gens qui sont familiers aux projections macroéconomiques, on sait qu'au-delà de 3 ans, tout ce qui est projection n'est plus assez vraisemblable. Donc, il faut utiliser peut-être d'autres modèles ou bien d'autres hypothèses pour pouvoir aller au-delà. Donc, c'est aussi ça une contrainte qui a été très importante au sein des banques. Ces contraintes vont revenir pour les stress de la BCE qui sont prévues l'année prochaine à partir d'avril, je pense. Au niveau de la segmentation du portefeuille, là, il faut prendre en compte à la fois vraiment regarder tout ce qui est mortgage, tout ce qui est prêt immobilier, regarder si c'est garanti ou pas. Et si c'est garanti, il faut aussi regarder, en fait, il y a un autre critère qui rentre en jeu qui est la performance énergétique, en fait, des biens qui est financée. Donc là, il faudra que les banques s'y mettent pour pouvoir développer peut-être un score de performance énergétique si l'information n'existe pas dans la base. Il y aura aussi ce problème de segmentation des entreprises par code de NAS et également les mêmes problématiques de bilan statique et dynamique, seulement qu'on n'est pas sur les mêmes dates là, parce que la BCE va partir là de 2024 à 2050. Et ici, en termes de bilan statique, c'est de 2019 à de 2022 plutôt à 2024. Et en termes d'horizon temporel, ça reste les mêmes problématiques. Donc voilà, si on peut passer à la prochaine pour regarder rapidement les résultats des stress tests de la CPR. Donc là, on a résumé les résultats en 3 points, notamment sur l'exposition des institutions financières françaises. Donc, on voit que l'exposition est plutôt modérée en fait aux secteurs qui sont les plus impactés par le risque de transition. Là, on a 9,7% par exemple du portefeuille de crédit qui est exposé à ce secteur. Pour les assureurs, c'est 17% du portefeuille qui est exposé. Lorsqu'on regarde à horizon 2050, on voit également qu'il y a une exposition plutôt modérée à tout ce qui est risque lié au changement climatique. Ce qui est important ici, c'est plutôt au niveau des assureurs où on a une hausse vraiment importante des primes d'assurance due à une augmentation, par exemple, des catastrophes naturelles dans des départements qui sont les plus touchés, où on peut avoir des primes qui vont monter de l'ordre de 130 à 200% sur 30 ans. Donc, voilà globalement ce qu'on voulait présenter sur la problématique des stress et des résultats de stress climatiques. Je vais laisser Pierre du coup, pour prendre la main pour conclure cette conférence. Pierre. Pierre, tu m'entends? Excusez-moi. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Super. Donc, j'essaie de conclure un peu rapidement. On a vu au travers de cette conférence d'1 heure que la modélisation des risques climatiques, elle va entraîner de nouveaux challenges en termes de modélisation et notamment différents. On a identifié 4 catégories de gros challenges. Tout d'abord, les données climatiques. Les données, elles sont indisponibles ou inexistantes au niveau de granularité requis, donc c'est assez compliqué de recueillir ces données et elles ne sont pas forcément toujours au niveau de qualité qu'on attendrait. Et il y a également une méconnaissance aujourd'hui, une méconnaissance des établissements bancaires sur les données qui vont être pertinentes pour pouvoir modéliser correctement les risques climatiques. Puis c'est normal puisque le sujet est tout à fait nouveau pour beaucoup d'entre nous et du coup il faudra que les acteurs montent un peu en compétence sur ces sujets-là. En termes de quantification des risques, on se rend compte que une des bonnes pratiques, ça va être de segmenter tout d'abord les expositions par secteur d'activité et par zone géographique. Par contre, on ne sait toujours pas vraiment ce qu'on a repéré des études qu'on a lues, c'est que il n'y a pas forcément de bonnes pratiques utilisées pour quantifier l'impact des risques climatiques sur les paramètres financiers PD, LGD et EAD.
Et pour l'instant, chaque banque essaye de faire un petit peu ce qu'elle veut, mais les résultats sont pas forcément toujours toujours très efficaces, mais c'est toujours voilà, on continue à chercher des façons d'améliorer ceci. Sur les stress tests, puisque ça va être un des gros sujets de l'année 2022 avec les stress tests BCE, donc il faut se rappeler que contrairement aux stress tests habituels où on est sur des horizons de 2 ou 3 ans, cette fois-ci on va être sur des horizons de projection qui sont beaucoup plus étendus. On va être sur des horizons de jusqu'à 2050, 2060, voire 2100. Il va falloir possiblement faire des hypothèses sur l'évolution du bilan de la banque. C'est ce dont parlait Thierry, avec un bilan dynamique. Et c'est-à-dire que ça permettra de vérifier aussi que l'évolution du bilan que suggère la banque est en accord avec ses objectifs sur le climat. Il va falloir identifier des nouveaux modèles pour refléter les risques climatiques et trouver quelque chose qui n'est pas très bien fait aujourd'hui, notamment incorporer les risques physiques. Il est vrai que dans les travaux que nous avons étudiés, c'est surtout les risques de transition qui sont intégrés dans des modèles Integrated Assessment Model, dont j'ai pas eu l'occasion de vous en parler, pour pouvoir essayer de déterminer le montant de la taxe carbone dans le futur et la baisse de l'économie, la baisse du PIB. Aujourd'hui, c'est vrai que les travaux qui sont effectués ne prennent pas forcément en compte les risques physiques, et il serait intéressant justement d'essayer de chercher des nouvelles approches pour essayer de les introduire, sachant qu'un monde où on ne fait rien est un monde où on ne fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique est, selon beaucoup de scientifiques, le pire des scénarios en termes de conséquences économiques. Donc, il serait quand même très intéressant de déterminer comment les intégrer. Et enfin, au niveau des systèmes informatiques, il va falloir adapter les systèmes informatiques pour pouvoir intégrer les nouvelles données climatiques dedans, pour pouvoir essayer de faire le match entre les données climatiques et les expositions qui sont dans le portefeuille de la banque. Et enfin, comment intégrer les nouveaux modèles climatiques. Ce sont des modèles qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Comment on pourra les inclure dans les systèmes informatiques risques pour la gestion des risques de manière générale.